Bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer cette table ronde. Alors, aujourd'hui, on va discuter un peu de l'ingénierie du vivant, de biologie synthétique et de médecine régénérative. Et donc, comme vous le savez sans doute, certaines de ces avancées dans ces domaines, en fait, sont déjà rentrées dans la médecine et dans l'industrie. D'autres sont encore au stade expérimental dans les laboratoires. Mais pour beaucoup d'entre elles, elles commencent déjà à déplacer notre rapport au vivant. Donc ce déplacement, il est relativement profond et il impose de nous interroger à la fois sur les limites de ce qui est techniquement faisable, mais également de ce qu'on accepte de transformer. Où est-ce qu'on place ensuite la limite entre soigner et modifier, et surtout à qui bénéficie ce progrès et qui reste à l'écart. Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui où on en est réellement sur ce que la science peut faire, sur ce qu'elle ne permet pas encore de faire, sur ce qu'elle promet et sur ce qu'elle menace. Et aussi, on va essayer de réfléchir sur ce qu'elle révèle, sur ce que ces progrès-là révèlent de notre désir très ancien de reprendre en main la vie elle-même. Donc, pour discuter un peu de ce sujet-là, on a avec nous 3 intervenants. Donc, je vais commencer par Catherine Dufour, qui est présente ici, donc qui est ingénieure informatique, mais dans le cas présent, la casquette qui nous intéressait le plus aujourd'hui, c'est elle est autrice de science-fiction et de fantasy, et de fantastique aussi, il me semble. Son œuvre explore depuis longtemps les transformations du corps, les rapports entre technologie et pouvoir, et les conséquences sociales du progrès scientifique. Donc, dans plusieurs de ses romans, notamment Le goût de l'immortalité, qui lui a valu d'ailleurs le Grand Prix de l'imaginaire, elle interroge les thèmes qui résonnent très fortement avec la discussion d'aujourd'hui, notamment l'allongement de la vie, la médecine de pointe, les hiérarchies sociales face à l'innovation, et cette question, évidemment, quand la science transforme nos capacités biologiques, que devient notre idée de l'humain ? À côté d'elle, nous avons également Ernest Maudret, qui est lui chercheur à l'Institut Pasteur, donc le régional de l'Étape. Il travaille en génomique microbienne et en biologie computationnelle. Ses recherches portent notamment sur la manière dont on analyse et interprète les grandes quantités de données génétiques, notamment évidemment via les IA, pour comprendre les fonctions biologiques à partir du génome, notamment chez les micro-organismes. Avec lui, on pourra revenir sur ce que recouvre concrètement aujourd'hui la biologie synthétique, ce qu'on sait réellement faire, ce qu'on peut modifier, et aussi ce qui reste encore complexe, voire impossible à réaliser. Et enfin, avec moi, nous avons Vanessa Prou, qui est directrice générale de Biotech, que je dis pas de bêtises, école d'ingénieurs spécialisée dans les biotechnologies. Donc elle a également une formation scientifique puisqu'elle est docteure en biochimie et elle se place entre la recherche, la formation et l'innovation. Donc évidemment, ce qui va nous intéresser aussi, c'est la manière dont on prépare aujourd'hui les futurs ingénieurs du vivant. Donc là aussi, son regard va être précieux pour aborder une autre dimension à cette discussion, qui est comment ces technologies quittent le laboratoire, comment est-ce qu'elles deviennent des applications concrètes en médecine ou bien dans l'industrie, et comment est-ce qu'on forme celles et ceux qui auront la responsabilité demain de développer toutes ces technologies. Donc, clairement, on est sur un événement qui combine science-fiction et science. Et donc, clairement, la première chose qu'on peut dire, c'est que la science-fiction a servi pendant très longtemps et continue à servir de laboratoire imaginaire. On y a croisé des organes artificiels, des virus modifiés, des corps réparés et augmentés, et parfois des vies prolongées indéfiniment. Elle reste encore aujourd'hui le miroir de nos espoirs et de nos peurs. Guérir de tout, corriger le vivant, repousser la mort. Mais également perdre le contrôle de ce qu'on a créé et voire perdre le contrôle de notre identité. Donc avant d'aller aussi loin dans cette anticipation, moi j'aurais commencé par un petit point d'émerveillement. Du coup, je vais me tourner vers Ernest et vers Vanessa pour poser une question. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, semblait il y a quelques années être de la science-fiction et est devenu maintenant presque banal ? Ernest. Je dirais, pour moi, c'est la façon dont on interagit avec les génomes, qui a pris une espèce de bond incroyable ces dernières années, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle. Enfin, vous avez peut-être entendu parler d'AlphaFold, l'équipe a reçu le prix Nobel en 2022, je crois. Donc c'était le problème du repliement protéique, qui a été un énorme changement dans la façon dont on peut regarder des séquences génomiques et directement avoir une très bonne idée de la fonction de ce que font les protéines dessus. Ça a vraiment complètement changé la façon dont on travaille, et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir du tout. Ça nous est arrivé dessus, et il a fallu s'adapter très vite.
Alors, pour compléter, c'est vrai que je trouve que le 21e siècle, c'est le siècle de la biotech, c'est-à-dire qu'on a vu quand même des progrès considérables et de manière très accélérée arriver dans les laboratoires et puis avec des premiers résultats industriels. Je peux penser aussi à la biologie de synthèse, par exemple, qui est quand même une discipline où on a un objectif, voilà, produire telle molécule. Et puis, on a les outils maintenant moléculaires. Je ne veux pas faire de fautes scientifiques parce que je suis un peu loin du labo maintenant, donc n'hésitez pas à me corriger, mais maintenant voilà, on a des outils de manipulation moléculaire comme des ciseaux CRISPR-Cas9 par exemple, pour nous permettre en fait d'atteindre l'objectif. Alors ça marche pas encore à tous les coups, mais ça marche quand même de plus en plus. Donc ce qui pouvait être, alors moi je suis de la génération où j'ai connu Gattaca par exemple, ce film qui m'avait fasciné, j'étais ado. Aujourd'hui ça peut devenir possible puisqu'on voit même dans certains pays, on vous propose de choisir votre enfant, les yeux bleus, blond, tout ça. Donc du coup de nombreux sujets qui relevaient de l'anticipation, de la science-fiction il y a quelques dizaines d'années, aujourd'hui sont dans la réalité, même si on peut pas encore tout faire, parce que le monde vivant est tellement complexe qu'une vie ne suffira pas de toute façon pour pouvoir valoriser tout le potentiel du monde vivant. Mais c'est vrai qu'on est à un véritable, je trouve, tournant sur l'ingénierie du vivant et du coup derrière il y a des responsabilités beaucoup plus fortes, je trouve, sur les écoles, la mienne, mais également les universitaires ou les écoles généralistes qui proposent aussi des parcours en biosciences. Voilà, il faut prendre en compte que maintenant il y a beaucoup de possibles et du coup ça demande un cadre. Et du coup, si on parle justement sur les écoles, au niveau de vos étudiants, qu'est-ce qui, en gros, est transmis, enseigné de façon parfaitement normale et qui était par exemple totalement impensable il y a, quand vous étiez par exemple étudiante? Eh bien justement, la biologie de synthèse, le biomimétisme aussi, c'est-à-dire s'inspirer du monde vivant pour reproduire un concept, une réaction ou une structure en 3D par exemple. Également tout ce qui concerne les omics, alors il y a génomique, transcriptomique, protéomique, je vais peut-être en oublier, mais voilà. À mon époque, moi j'ai fait des études de biochimie, on n'avait pas ces matières-là, ou du moins pas poussées au niveau où on peut les pousser aujourd'hui. Puis aussi au niveau des équipements dans les laboratoires. Déjà on a parlé de l'intelligence artificielle qui devient quand même, qui est devenu, parce que c'est déjà le cas, un assistant technologique très puissant pour modéliser, prédire. Quand j'ai commencé ma carrière il y a plus de 22 ans, on parlait de la bioinformatique, de logiciels de modélisation. Aujourd'hui on parle d'IA en fait pour guider les travaux de recherche et donc gagner du temps et puis derrière pour les industriels de l'argent aussi. Donc les équipements aussi de microscopie qui se sont extrêmement développés. Rien à voir avec les études que j'ai pu faire à l'université il y a longtemps. Okay. Et du coup, je vais me tourner vers l'autrice de science-fiction. Les découvertes en biologie sont généralement plus discrètes que dans d'autres domaines, notamment la physique ou l'informatique. Et du coup, est-ce que c'est plus difficile à anticiper en science-fiction? Et qu'est-ce que la science-fiction n'a pas anticipé sur les progrès récents? Alors déjà, la science-fiction avait totalement anticipé ça, puisque Le meilleur des mondes de Huxley, c'est en 1931. À une époque, il n'y avait même pas les antibiotiques, et il a imaginé les biotechnologies. Et c'est très bien qu'il les ait imaginées super à l'avance, parce que du coup, on a été des générations de lecteurs et de lectrices et de citoyens et de citoyennes à lire ce livre, à se dire mais c'est horrible, et à se doter à l'avance d'un corpus juridique, non-brevetabilité du vivant, interdiction de faire des expériences sur des embryons humains, qui nous ont permis de prévenir les effets de bord de ces technologies quand elles deviendraient monnaie courante. Donc là, la science-fiction était très bonne, il faut le dire. Parmi les grands, mais justement ça n'a rien à voir avec les biotechnologies, parmi les grands ratés de la science-fiction, c'est le téléphone portable qui a été un échec cruel. Alors pas le communicateur, ça y avait déjà dans Star Trek, et d'ailleurs il y a pas mal de téléphones à clapet qui sont inspirés du communicateur de Star Trek, celui dans lequel Capitaine Kirk dit « Beam me up, Scotty ». Par contre, le fait que ça deviendrait un outil nous permettant de nous relier à des gens qui ne sont pas dans cette pièce, en ignorant les gens qui sont dans la pièce, et que nous serions recroquevillés autour de cet écran comme le technococon si cher à Alain Damasio, comme un petit fœtus replié dans sa bulle. L'importance du réseau relayé par les smartphones, alors là, la science-fiction est passée à peu près complètement à travers.
Et l'amour qu'on a pour... Alors, si, Orwell nous avait prévenu, vous aimerez votre télécran, enfin, vous aimerez Big Brother, mais on ne l'avait pas cru. Ok. Et autre chose, justement, quand là, on a découvert énormément de nouvelles technologies, on modifie, en fait, qui viennent par petites vagues successives et augmenter assez drastiquement ce qu'on est capable de faire. Ça pose une question qui est relativement délicate, c'est à partir de quand on commence à modifier un petit peu, enfin, on passait de la médecine à justement une transformation de l'humain. C'est-à-dire, clairement, jusqu'à présent, en tout cas, pour moi, la définition de la médecine était relativement claire, pour une néophyte que je suis, qui est réparer un souci. À partir de quand, justement, et comment est-ce qu'on arrive à placer un peu cette limite entre soigner et transformer, modifier. Et donc, avant d'aborder ça, moi, il y a aussi une petite question, c'est déjà... on a beaucoup de fantasmes, typiquement avec Yagataka, etc. Mais qu'est-ce qui sera indépassable ? Est-ce qu'on a déjà défini quelque chose où on ne sera pas capable d'aller aussi loin que de faire des êtres totalement modifiés, prolonger la vie indéfiniment, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont indépassables ? Je pense qu'il y a quelques sujets, enfin c'est très difficile pour moi de répondre maintenant, mais il y a quelques sujets qui sont vraiment difficiles. Le vieillissement en est un. Je pense que c'est un truc qui est extrêmement complexe et vraiment difficilement traitable d'un point de vue technique. Et donc, voilà, beaucoup de technologistes vont vous vendre que vous allez pouvoir vivre plus longtemps et en bonne santé. Je pense qu'en réalité, c'est pas quelque chose qu'on résout avec une molécule miracle. C'est pas quelque chose qu'on résout en changeant quelques paires de bases dans l'ADN d'un être humain. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ça me paraît une limite qui est difficilement franchissable à l'avenir. Oui, je suis d'accord aussi avec ce retour, c'est-à-dire que c'est la nature qui reste la décideuse finale. Et en fait, on ne peut pas aller contre le vivant, enfin, contre la loi de la nature, en quelque sorte, on nous rattrape toujours. On l'a vu il y a quelques années avec cette pandémie. Enfin, voilà, l'homme a beau être très présent sur la planète et avoir pris beaucoup de place, il peut rapidement n'être rien quand la biologie et le vivant en décident, entre guillemets, autrement. Après, c'est vrai que le vieillissement, c'est un gros sujet. L'espérance de vie s'est quand même rallongée. Mais du coup, notre mode de vie a fait apparaître d'autres pathologies liées à un mode de vie polluant, l'industrialisation massive, l'émission de molécules, de microparticules néfastes pour notre santé. Donc on est quand même rattrapé. On vit plus longtemps, mais on est rattrapé par des pathologies liées à notre vie moderne, finalement. Et après, derrière le vieillissement, il y a aussi un autre concept, là, c'est la peur de la mort. C'est-à-dire que c'est vrai que l'homme et la femme, ils veulent aussi prolonger au maximum leur vie, parce que là, c'est pas évident d'accepter qu'en fait, on a une fin. Enfin, on a une durée de vie limitée sur la planète. Donc c'est vrai que ça ouvre du coup la porte à de nombreux fantasmes qui parfois sont déjà, traités par des personnes un peu excentriques, originales, comme de faire se cryogéniser, ou travailler sur le transhumanisme. Enfin bon, là il y a des dérives. Moi j'appelle ça des dérives. Après, il y a quand même de la réglementation qui se met en place progressivement. On fait pas n'importe quoi avec le vivant. C'est peut-être pas encore suffisant parce que face justement à des individus isolés mais qui ont des pouvoirs économiques forts ou des pouvoirs d'influence forts, on a quand même des dérives qui restent possibles. Mais voilà, heureusement que la réglementation, petit à petit, alors c'est long, ça prend du temps, il y a des débats. Puis la réglementation, elle n'est pas du tout homogène. En plus, oui, c'est ça, d'un pays à l'autre. On peut dire ça, mais aux États-Unis, il y a une forme de réglementation qui est déjà beaucoup plus laxe. Oui. Et en plus, avec une tentative de la contourner en allant faire des essais cliniques sauvages au Honduras, par exemple. Oui, tout à fait. Il y a une vraie tentative actuellement dans les franges plus libertariennes de s'abstraire complètement des réglementations sur ce sujet. Alors une des réponses, je me permets de rebondir, possible pour lutter contre ces dérives, ça passe aussi par la formation. C'est-à-dire que les organismes de formation, aujourd'hui, quand on est organisme de formation vers les biotechnologies ou les sciences en général, il faut plus se contenter du bloc purement technique à enseigner. Il faut vraiment intégrer des enseignements en lien avec les sciences humaines et sociales pour moi je considère qu'on forme aujourd'hui des scientifiques, mais qui doivent être sociétalement responsables, qui doivent prendre conscience que leur choix, derrière, il va y avoir des responsabilités, des enjeux forts, et du coup, ce qui pourrait limiter les dérives, c'est de continuer à former les nouvelles générations avec les dimensions éthiques et sociétales indispensables. Ne pas se contenter d'enseigner purement de la techno.
Et du coup, je trouve ça très intéressant et important, mais du coup, comment est-ce qu'on fixe cette ligne de, en gros, ce qui relève de la médecine et ce qui relève de la transformation du vivant, volontaire ou involontaire? C'est vrai que la frontière est floue et très difficile à définir, puisque la tentation est forte d'aller vers l'amélioration. Et des fois, il peut y avoir des confusions dans les esprits entre soigner et améliorer. Donc là, pareil, c'est une question d'enseignement et de prise de conscience et de réflexion. En fait, de réflexion personnelle qui peut aller vers une réflexion collective de poser ses limites. Mais c'est très difficile comme question, parce que la frontière n'est pas nette. Je ne sais pas, peut-être que mes collègues de table ronde ont d'autres réponses. Oui, moi j'ai juste un petit aperçu, parce qu'à un moment je travaillais avec le comité éthique médical de l'hôpital Saint-Louis, je crois, donc c'était très intéressant, c'était des médecins philosophes. Et parce qu'à chaque fois qu'il y a une décision un peu touchy à prendre au niveau médical, c'est pas le médecin qui fait ça tout seul. Ils ont un comité d'éthique qui se réunissent pour pouvoir prendre de façon collégiale des décisions qui seraient insupportables à prendre tout seul. Et du coup, j'avais été invitée à la Paris Health Week. Donc, vous voyez le hall 1 de la porte de Versailles. Donc, c'est grand comme, je sais pas moi, 2 stades de foot. C'était intégralement blindé de stands de sociétés de recherche pharmaceutique, médicale. C'était essentiellement... Toutes les nouveautés, c'était le traitement des données médicales. C'était déjà de l'IA. Enfin bon, bref. Et je me disais, il doit y avoir un responsable éthique ou un responsable RGPD, bref, pour chaque stand. On était 2 et on a eu le droit à 20 minutes de conférence. Et j'espère que ça a changé, mais je suis pas sûre que cette démarche indispensable de ramener de l'humain dans ce qui touche à l'humain, mais qui est technologique, je ne suis pas sûre que ça soit... Je suis certaine que c'est pas un réflexe de la part des industriels, et je ne suis pas sûre que ce soit une obligation systématique légale. Ça dépend des pays, en fait, comme l'a dit Ernest. Ça dépend aussi beaucoup des règlements. Il n'y a pas de réglementation, en fait, universelle encore sur ce sujet-là. Et clairement, quand ça se heurte à la logique du capitalisme, ça saute très vite. Donc, il faut avoir les réglementations appropriées pour forcer ces acteurs à avoir une réflexion éthique, ou en tout cas à cocher des cases suffisantes, je pense. Oui, de toute façon, toutes les lois, notamment sur la non-brevetabilité du vivant, il y a un tiers de la planète qui les a signées, je crois. La Chine, au hasard, s'assoit totalement dessus et a fait des tests pour augmenter des QI sur des enfants, enfin bref. Donc, mais au moins, ça existe. Il y a une armature dont on peut s'inspirer, on peut faire appel à certaines instances. C'est pas, voilà, c'est un peu comme l'IA Act. Ça a l'air de loin comme ça un peu inutile, et en fait, c'est absolument indispensable de structurer notre pensée et notre pensée éthique et d'avoir comme ça un background juridique un petit peu trapu et conçu par des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais justement, c'est un truc intéressant, ce que tu dis, c'est le côté culturel. C'est-à-dire que tu as cité le cas de la Chine, on peut aussi citer le cas des États-Unis, où pas tout à fait, c'est moins étatique, mais il y a un côté un peu plus liberté pour tous, et on a de grosses communautés justement de transhumanistes qui justement expérimentent entre autres sur eux-mêmes. Et donc la question, c'est ça aussi, c'est est-ce que justement les usages vont s'imposer par justement ce qui peut nous arriver des États-Unis? Déjà, c'est le job des scientifiques d'expérimenter sur eux-mêmes. Par exemple, monsieur, je ne me souviens plus de son nom, ça me reviendra, qui a voulu tester ce qu'étaient les effets de la pression quand vous allez sous l'eau, vous prenez 1 bar, 2 bars, 3 bars, 4 bars. Donc, il a voulu tester sur lui. Donc, il a construit sa petite capsule et il était enfermé dedans et il communiquait avec l'extérieur avec un petit carnet qui collait contre le hublot. Et donc, de temps en temps, il écrivait argue, il collait son carnet contre le hublot, donc là on remontait la pression et il s'est débrouillé tout seul. Il a failli mourir, il est resté hémiplégique et il disait c'est quand même super, maintenant j'ai un nouveau talent de société, quand je fume la pipe par la bouche, la fumée ressort par les oreilles, donc il était très satisfait de son truc. Donc voilà, Newton, pour vous
testait je ne sais quelle théorie, s'enfonçait une aiguille dans l'œil et il touillait, enfin je sais pas pourquoi, mais bon. Les scientifiques ont quand même éthiquement le droit de tester sur eux-mêmes. Ça, je ne contesterai jamais. Et en général, il y a un certain nombre de scientifiques qui sont assez fous pour le faire. Par contre, tester sur autrui, c'est tout à fait autre chose. Et même si vous le faites de façon illégale, savoir que c'est illégal, savoir qu'un jour la justice peut vous rattraper, c'est très différent de savoir que jamais personne pourra toucher à vous. Et là, c'est effectivement le pouvoir absolu qui vous pousse à faire absolument n'importe quoi. Alors, j'avoue que j'ai pas forcément en tête les gens qui font ça sur les autres. Encore une fois, aux États-Unis, il y a vraiment des gens qui expérimentent sur eux-mêmes. On a ce riche milliardaire qui a inventé le régime de vie parfait qui va le maintenir en vie. Alors après, honnêtement, en vie, oui, mais heureux, je ne sais pas. Mais voilà, et la question, c'est... en fait, une de mes craintes, pour être tout à fait honnête, c'est un peu qu'on se retrouve un peu comme avec ce qui s'est passé pour l'IA, c'est-à-dire que quelques-uns expérimentent, qu'ils y découvrent comment s'appelle un intérêt et qu'ils y gagnent un avantage potentiellement peut-être d'efficacité ou que sais-je encore une fois dans ce monde capitaliste, et que par effet ricochet on se retrouve avec par exemple les usages qui s'imposent dans notre vie quotidienne. Et après la question se posera, c'est une fois que les usages sont présents, comment est-ce que le choix existe encore de ne plus faire partie de ce genre de monde et de s'imposer des modifications. Je pense qu'il y a un exemple assez intéressant qui est celui de l'Ozempic et Wegovy qui a été donc développé par Novo Nordisk et qui a changé la façon dont en partie les Américains traitent leur rapport à l'obésité et à la nourriture. Ce médicament, de ce que j'ai compris, est assez peu régulé aux États-Unis, c'est très facile de l'acquérir. En Europe, il faut quand même passer par le corps médical et avoir des autorisations, mais c'est vrai qu'on voit déjà d'une certaine manière cet apport, ces usages rentrer dans la société européenne. Ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, cet exemple de l'Ozempic, ça a donné beaucoup d'espoir à certaines compagnies de biologie de synthèse de se dire en fait on va pouvoir en trouver plein d'autres et on va, grâce à des peptides, grâce à des petites molécules, améliorer votre bien-être en général. Et donc c'est un peu la nouvelle frontière du capitalisme et de la biologie synthétique, c'est d'essayer de trouver ces petites molécules qui vont vous permettre de vivre heureux, bien, dans le meilleur des mondes. Pour les coups, on est vraiment sur du Aldous Huxley assez direct, je pense. D'autant plus que, typiquement, si on prend l'exemple de l'Ozempic, c'est intéressant parce que, même si je ne crois pas qu'il y ait de dépendance, on va dire, chimique aux produits, il y a en tout cas très clairement déjà des premiers signes de dépendance au moins psychologique sur le fait qu'une fois qu'on a commencé, c'est très compliqué d'arrêter, malgré tous les effets secondaires qu'il peut y avoir. Et donc là, on est typiquement sur un type de choses où, en fait, où on peut se rendre captif. Cette nouvelle technologie peut nous rendre captifs d'entreprises notamment et d'un système économique. Oui, et ce qui est même, je trouve, désolant, c'est que les États-Unis ne tirent pas des leçons de leurs expériences passées, puisque, alors, j'ai plus le nom du médicament, mais on sait qu'il y a quelques dizaines d'années, il y a eu des gros problèmes avec des antidouleurs. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais il y a même eu des séries télévisées qui ont été faites sur ça. Merci. Voilà. Et du coup, avec des milliers d'Américains qui en sont morts, parce qu'en fait, ils étaient complètement accros à ces antidouleurs. Et là, finalement, on a l'impression que ça recommence. Il n'y a pas de leçon tirée. Alors, je pense quand même que l'Ozempic n'a pas les mêmes effets secondaires que le fentanyl, mais c'est vrai que ça pose des questions, notamment d'inégalité, parce que c'est des drogues qui coûtent très cher et qui ne sont donc pas accessibles à l'ensemble de la population. Voilà, on n'a pas le même modèle social que les Américains, on n'a pas la même approche à ces façons de traiter, et j'en suis assez content. Oui, c'est vraiment le capitalisme échevelé, parce que l'épidémie d'obésité aux États-Unis qui est réelle, il y a des formes d'obésité morbide dont on n'a vraiment pas l'habitude quand on y va, des gens qui ne peuvent plus marcher du tout, qui se déplacent uniquement en siège roulant adapté. Et d'où ça vient ? Ça vient que, alors c'est toujours pareil, les Français ils sont très bons pour inventer, ils sont nuls pour déposer les brevets et exploiter industriellement. En 98, il y a un petit jeune homme qui fait une thèse sur le thème. Oh, c'est rigolo, quand je mets du bacille de coque à pousser dans une boîte de pétri et que je mets un peu de pénicillium notatum, la tuberculose disparaît. Il soutient sa thèse là-dessus. Le jury l'écoute, fait « Oh, comme c'est intéressant », lui donne son diplôme de médecin, il range sa thèse, plus personne n'en a reparlé.
Ok. En 1898, donc on aurait pu avoir les antibiotiques pour la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a un type nommé Ian Fleming qui redécouvre ça par hasard en 1930 dans son labo et qui est infichu d'industrialiser le process. Et ce sont des Américains qui, en 38-40, vont industrialiser le process. Et comment ils ont fait ? Eh bien, ils ont fait pousser le Penicillium notatum sur des melons d'eau. Et là, ça a été le grand miracle de 1945, l'arrivée de ces grosses ampoules pleines de poudre jaune de pénicilline qui ont littéralement ressuscité des salles entières. Parce que dans les hôpitaux, vous aviez des salles entières de suppurants. Des gens qu'on installait. De toute façon, dès que vous aviez une appendicite, un panarier, un orgelet, etc., vous alliez de toute façon avoir une infection. Donc, vous installez dans un lit avec un drap, un bac à pu, et vous suppuriez. Et on attendait que la nature fasse que vous mouriez ou que vous viviez. Voilà, ma grand-mère qui a eu une appendicite en 1928, 2 mois d'hôpital, voilà, on suppure et puis après on sort de l'hôpital. Donc la pénicilline a vidé des salles entières de suppurants, c'était les médecins de l'époque qui ont vécu ça disent c'était merveilleux. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec tous leurs melons d'eau après avoir raclé le Penicillium notatum ? Ils avaient des tonnes de melons d'eau, les industriels américains. Ils les ont donnés à manger à des veaux. Et alors là, les veaux ont enflé. C'était merveilleux, ça faisait grossir plus vite les veaux. Et ils ont distribué cette viande à tous les Américains. Et qu'ont fait les Américains ? Ils ont enflé. Et donc là, les Américains sont véritablement victimes, comme ça, d'un capitalisme échevelé, où il y aurait dû y avoir des expériences, il y aurait dû y avoir des expériences en double aveugle, ils auraient dû prendre leur temps avant d'empoisonner la totalité de leur population et de les mettre face à une épidémie d'obésité morbide qui est gravissime et qui cause énormément de morts. Et c'est pour ça que l'Europe renacle depuis des années, a accepté l'importation via le Canada de ce qu'on appelle la viande aux hormones, parce que on va se retrouver avec le même problème. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Si, je disais, voilà, les États-Unis, c'est vraiment le pays du capitalisme échevelé, donc de l'expérimentation délirante. Et on a drôlement raison de ne pas faire comme eux. Et il faut lutter énergiquement pour ne pas faire comme eux. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment ça se passe en Chine, où ils font beaucoup de recherches, où ils ont, il me semble, assez peu de garde-fous. Mais malheureusement, je crois qu'on a assez peu accès aux résultats de leurs recherches. Si vous pouvez me confirmer ou m'affirmer. Effectivement, je pense qu'une partie des recherches reste secrète, et en tout cas passe pas sur les journaux classiques. Ils publient aussi énormément sur des journaux, les mêmes journaux que nous, donc on voit une partie de la recherche chinoise qui est effectivement devenue une recherche de pointe, très performante sur certains domaines. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ne publient pas beaucoup sur leurs travaux d'eugénisme. Ça paraîtrait pas très malin de leur part, s'ils le font. Moi, le seul exemple que j'ai connu, c'est une expérimentation sur des jumelles, il me semble, mais... Alors, il y a ces histoires de CRISPR babies qui ont fait beaucoup de bruit en 2020, je ne sais plus exactement, avec un professeur rebelle qui a tenté de guérir... Donc, si je me souviens bien, l'histoire, c'est qu'il essayait de guérir le sida chez des fœtus, donc 2 jumelles dans une mère porteuse qui avait le sida. Et il semblerait que la mutation qu'il a introduite via CRISPR dans ses embryons était aussi liée à des signes d'amélioration du QI. Donc on ne sait pas très bien quel était le but originel. De toute façon, ça fait un tel scandale que la Chine lui a retiré ses fonctions. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il en est maintenant, ce monsieur, mais il ne fait plus vraiment partie du programme officiel, on va dire. Et pour reprendre l'exemple de l'Ozempic et aussi pour revenir sur ce que tu as dit... il y a une chose aussi qui est intéressante sur l'Ozempic, c'est qu'à la base, il me semble que c'était un antidiabétique. Et qu'un des problèmes majeurs qui est rencontré actuellement, c'est qu'en fait, les entreprises qui produisent, je crois que c'est en Suède ou au Danemark, en fait, n'arrivent pas à produire suffisamment. C'est-à-dire que ça a créé un tel appel d'air pour justement ce produit-là, justement pour, entre guillemets, lutter contre l'obésité, ou pour des gens qui n'étaient pas obèses, mais qui avaient juste envie de perdre du poids, que maintenant, les diabétiques n'arrivent plus à se fournir justement sur ce médicament qui est pourtant indispensable à leur vie. Et du coup, se pose la question justement des nouvelles technologies et de l'accès. Qui bénéficie des technos ? Qui est laissé de côté ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que justement, idéalement tout le monde, ou en tout cas ceux dont ils en ont le plus besoin, aient accès justement à ces vraies avancées médicales pour le coup ?
Ouais, c'est le gros problème d'avoir une industrie pharmaceutique en général. C'est que on a laissé le capitalisme gérer ce développement de médicaments, et donc très souvent on se retrouve avec des alignements qui sont pas clairs entre l'intérêt du public et l'intérêt de ces compagnies. Malheureusement, c'est pas facile d'imaginer comment le faire de manière plus égalitaire. C'est tout comme sortir du capitalisme, c'est bien sur le principe, mais on ne sait pas très bien comment le faire dans les faits. Sortir des big pharma, je pense que ça pose un peu les mêmes problèmes. Et Vanessa ? Oui, non, c'est vrai que là, vous mettez, on parle donc des biotechnologies et du coup, ça remet la question effectivement du capitalisme et d'un accès plus centralisé à toutes les innovations, qu'elles viennent des biotech ou d'autres secteurs. Donc du coup, il y a un véritable risque. Le risque, il est déjà là et il faut éviter qu'il s'amplifie. En fait, qu'il n'y ait seulement que quelques élites ou quelques territoires qui puissent en fait bénéficier entre guillemets de ces innovations biotech. Il faudrait alors pousser par c'est là qu'il y a le politique qui peut intervenir aussi, poussé par le pouvoir politique, qu'il y ait en fait le développement de modèles économiques plus inclusifs, en fait, qui permet l'accès à un plus grand nombre, à tous finalement, des nouvelles formes de thérapie, quelles qu'elles soient. Et pour la formation, du coup, l'inclusion doit rentrer aussi. Nous, on se remet tout le temps en question et on adapte tout le temps nos programmes parce qu'en fait, il faut aussi que les nouvelles générations soient sensibilisées à l'inclusion dans les innovations qu'ils vont porter plus tard dans leur carrière. Et une des sujets aussi que ça pose, c'est ça, c'est un sujet qui est par définition international. C'est-à-dire, comme on l'a dit, le producteur est danois. Le gros de l'appel d'air, justement, est plutôt aux États-Unis. Comment est-ce qu'on fait pour régler ces problèmes-là de façon globale ? Parce que nos régulations sont plutôt locales, c'est-à-dire en France, en Europe, versus aux États-Unis et en Chine. Comment est-ce qu'on arrive justement à traiter ces problèmes internationaux par nos leviers à nous ? J'avoue que ça me dépasse un petit peu. Non, je pense que nous, déjà, pour ces cas où l'industrie pharma n'est pas en mesure de répondre aux problèmes, et je pense par exemple au développement de nouveaux antibiotiques. Ça, c'est un exemple très concret. On sait qu'on s'avance vers une crise de l'antibiorésistance. Tout le monde est plus ou moins d'accord pour le dire. On sait qu'il faut développer de nouvelles formes de lutte contre ces microbes résistants. Une des formes, c'est de développer des antibiotiques. Le problème, c'est que les antibiotiques, ça ne rapporte rien. Actuellement, si vous développez un nouvel antibiotique, en fait, il y a encore un antibiotique de last resort qui marche. Donc, tant que celui-là fonctionne, ça ne sert à rien d'en créer un autre. Et donc, il n'y a aucun incentive, aucune incitation pour les big pharma à les créer. Donc en fait, là, ça devient le rôle de la recherche publique, je pense. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres mécanismes pour faire survenir ces innovations. Et aussi des changements de ces dernières années, c'est aussi l'arrivée massive des startups. Est-ce que ça change les équilibres de pouvoir et les systèmes, ou est-ce qu'on reste dans les mêmes logiques ? Ah non, justement, en fait, c'est vrai que la culture start-up est très forte dans les IT, l'informatique, tout ça, et en fait, dans les biotechnologies, je pense que je me permets, il faut surtout pas se dire ça va fonctionner pareil. Non, dans les biotechnologies, déjà, il y a des temps, les modèles économiques peuvent pas être les mêmes, il y a des temps de développement beaucoup plus longs. Déjà, je caricature, on peut faire une appli en 8 jours, on va pas développer un médicament en 8 jours, pas du tout, bien au contraire, quoi. Donc du coup, il faut éviter de transposer le modèle. Il est nécessaire d'avoir un cadre qui est propre aux biotechnologies, en prenant en compte des contraintes réglementaires, sanitaires et sociétales. Parce que finalement, il y a vraiment les enjeux aussi d'acceptation de l'innovation par la société d'une manière générale. On voit bien les grands débats sur les OGM il y a quelques années, même encore la manipulation vivant. Alors ça pose pas de problème, vous l'avez dit, qu'on ait nos téléphones portables et qu'on baigne dans des ondes dans tous les sens. On verra dans des dizaines d'années les conséquences éventuelles neurologiques. Ça, pour nous, c'est évident. C'est évident. C'est-à-dire, on a le téléphone portable, tout ce qui est numérique, Wi-Fi, tout ça, on vit dedans. Mais alors, par contre, c'est vrai que les innovations liées au vivant, en fait, c'est là, il y a vraiment un sujet de débat avec le grand public, peuvent encore être, bloqués, contrés. Il faut discuter, il faut s'ouvrir au grand public aussi pour ça.
Et justement, il y a une question sur le débat public, il y a une chose qui m'intéresse, c'est-à-dire que, alors, vu de ma fenêtre, encore une fois, j'ai l'impression que justement, les innovations biotechnologiques sont plus discrètes. Par exemple, on en discute beaucoup moins que ce qu'on peut discuter avec l'IA, par exemple, ou avec l'informatique. Et du coup, ma question, ça va être, est-ce que justement cette discrétion rend, par exemple, pour l'autrice de science-fiction, ces nouvelles technologies plus compliquées à présenter et à intégrer aux histoires, et du coup aussi plus compliquées à contester? En tout cas, leurs enjeux sur les sociétés? C'est un peu le travail de l'auteur ou l'autrice de science-fiction, c'est de lire la recherche, c'est de lire nature, de trouver le petit entrefilet et de imaginer le moment où cette nouveauté encore embryonnaire existera de façon random dans la société. Donc, et vraiment comme une lanterne magique, vous éclairez le champ social à 20 ou 30 ans quand cette découverte en gestation sera très courante. C'est ça qui est intéressant dans la science-fiction. Comme un exemple que j'aime bien, une fois j'avais vu une toute petite chose sur la vasopressine, qui est une hormone chez le rat mâle. Si vous l'inhibez, c'est un bon père de famille. Et si vous, au contraire, vous lui en donnez trop, il se met à manger ses enfants puis à les forniquer partout. Donc j'ai imaginé qu'on utilisait ça dans 30 ans sur la population humaine. Donc on inhibe et à ce moment-là tous les hommes se marient, font des enfants et donc là on peut produire de la layette, du berceau, du biberon, etc. Et puis une fois que ça s'est bien enclenché, que les gens sont super équipés en layette et en berceau, on redonne de la vasopressine et à ce moment-là, tous les hommes divorcent et à ce moment-là, on peut investir dans les boîtes de nuit, les bars pour célibataires et autres industries de la pornographie. Et donc, j'ai imaginé que les multinationales s'amusent comme ça en jouant sur les hormones humaines à modifier la production et la consommation, et dès que le marché est un peu saturé, hop, ils inversent les curseurs pour relancer un autre type de consommation. Donc c'était assez sordide comme histoire, mais voilà, ça fait partie du travail de l'autrice de science-fiction, c'est d'être à l'affût de ces signaux faibles, sachant que, on ne nous dit pas tout, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas publiées, et deuxièmement, on nous dit parfois des choses qui sont des fake news. Enfin, faut quand même se méfier. Faut un peu recouper les sources. Enfin, le problème que nous avons toutes et tous pour rendre certaine une information. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour faire entrer justement ce genre de discussion dans le débat public, qui est déjà saturé de beaucoup de choses, des fois avec une pression plus immédiate? Comment est-ce qu'on fait justement pour intégrer ces nouvelles technologies dans les discussions du débat public, de ce qu'on accepte et ce qu'on doit laisser de côté? Typiquement... Déjà les médias pour aider, parce que les médias, ils choisissent leur sujet. Clairement, si au niveau de toutes les formes de médias, ils pouvaient parler plus fréquemment de sujets en lien avec les innovations du vivant, ça intéresserait aussi peut-être plus le grand public, et ça l'interpellerait plus. C'est vrai que je trouverais ça dommage qu'il faille une nouvelle crise Covid pour mettre les biotech à l'honneur. C'est vrai que pendant la Covid, du coup, on pouvait parler PCR en repas de famille et vaccin ARN. Là, ça y est, on savait de quoi on parlait. Bon, heureusement, cette pandémie est retombée, mais en fait, il faut séparer aussi les pouvoirs publics et les médias. Je pense qu'on pourra faciliter le débat, parce qu'aujourd'hui, moi, école spécialisée en biotechnologie, la première étape pour présenter l'école, c'est d'abord on présente ce que sont les biotechnologies, parce que ça reste encore un peu dire que le mot déjà fait peur. Biotechnologie, c'est quoi ça? Alors que vous parlez d'informatique ou d'application ou même d'IA, ça passe mieux, quoi. Et justement, il n'y a pas un aspect assez négatif, péjoratif, qui pourrait dire biotechnologie, une marchandisation du vivant? C'est pas... oui, justement, il y a une sorte de défiance du grand public sur les biotech. Donc c'est tout ce travail-là, mais qu'il faut, je pense, commencer du coup très tôt, même dans l'enfance, à l'école. Là, on parle, je vois bien, dans les collèges et les écoles, on parle du numérique, génération numérique, de l'IA. Il faut aussi, parce qu'il y a des conséquences sur l'apprentissage. Mais il y a d'autres innovations qui, je pense, ce serait intéressant de les aborder dans l'éducation le plus tôt possible. Et du coup, ça permettrait aussi de couvrir un plus grand nombre de personnes sur ces sujets-là. C'est qu'une opinion. Non, je pense que c'est vrai qu'effectivement, la connaissance du grand public vis-à-vis des bases de la génétique, de la biologie est assez faible.
et que du coup c'est très compliqué d'engager un débat sur les OGM sans tout de suite qu'on crée de la peur, qu'on crée l'impression d'un désir un peu prométhéen de recréer le vivant, alors qu'en réalité c'est souvent quand même beaucoup plus modeste dans l'approche. Enfin, on est très loin de savoir recréer la vie, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mêlent dans le débat public à ce moment-là et qui sont pas de l'ordre du rationnel, ce qui fait que c'est un peu compliqué d'avoir une réglementation, je pense, qui est adaptée. Parce que l'exemple du Covid est quand même assez bon, c'est que oui, on a discuté PCR à table avec la famille, mais il y a aussi énormément de choses fausses. C'est-à-dire que tout le monde s'est improvisé expert, surtout sur des sujets qu'on ne comprenait pas. Encore une fois, pas biologiste du tout. Donc là, la question, c'est ça, c'est de se poser comment, entre guillemets, transmettre, éduquer, alors pas au sens péjoratif du terme, dans le sens, des fois, on va dire paternaliste du terme, mais éduquer pour essayer d'avoir justement une construction, on va dire, citoyenne et démocratique, justement, du débat public. Est-ce que, là je pose la question à tous les trois, c'est est-ce qu'on a un levier, et pourquoi pas, encore une fois, la science-fiction ou la littérature en général peut contribuer justement à créer cette culture, parce que la science-fiction nous a préparé quand même à beaucoup de choses sur ce qui est arrivé, clairement. Encore une fois, elle a vu beaucoup de choses, et ça a indiqué, ça nous a permis justement de pré-légiférer avant même l'arrivée des technologies, donc ce qui est plutôt une bonne chose, mais est-ce qu'elle peut nous permettre aussi éduquer les masses au sens pas péjoratif du terme? Oui, alors c'est ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire en gros, c'est un mot compliqué pour dire la compétence, l'habituation, littératie numérique, littératie biotechnologique, et on doit. Il y a d'énormes efforts qui sont faits actuellement, notamment en littératie numérique, parce que il y a un vrai problème, c'est qu'il y a des récits malsains qui gagnent, je pense à Trump par exemple, je pense aux anti-vax par exemple, qui gagnent parce qu'ils sont séduisants, parce qu'ils sont martelés. Donc il faut qu'on ouvre un contre-feu, une sorte de front anti-fake news. Alors déjà, vous pouvez faire des attaques contre fake news, parce que les attaques de fake news dont nous sommes victimes, c'est des fermes à trolls qui sont globalement en Russie, en Azerbaïdjan, enfin un certain nombre de pays. C'est tout ça est très militaire. Donc de toute façon, on a un certain nombre de services militaires qui font des contre-attaques. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient vigilants, et au niveau européen. En France, on a créé Viginum parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait en gros 28% de la population qui a confiance en la démocratie en France, alors que c'était plus de 50% il y a 10 ans. Et ceci est dû à des campagnes de désinformation qui sont faites pour semer la zizanie et dresser les Français les uns contre les autres. Et il faut lutter contre ça. Celui qui s'en sort hyper bien, c'est la Suède, qui a créé un centre de défense psychologique et qui enseigne depuis tout petit aux enfants à détecter les fake news, savoir sourcer une information, etc. Améliorer la littératie numérique, c'est aussi valable en biotechnologie. Donc Viginum va voir comment ça se passe dans les autres pays d'Europe et essaye d'appliquer les bonnes façons de faire, celles qui fonctionnent, dont celle de la Suède. Il y a d'autres pays qui sont excellents là-dedans, c'est tous ceux qui ont une frontière commune avec la Russie, permettez-moi de tout dire, en Lettonie, en Estonie. Ils accueillent tout un tas de centres de lutte contre la cyberintoxication de l'OTAN. Ils sont au taquet. Et alors à Taïwan aussi, ils sont au taquet contre la désinformation venue de Chine. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc il y a énormément de choses à faire qui passent de toute façon par la formation dès le plus jeune âge pour améliorer le niveau moyen de littératie de la population. Ça marche. Par exemple, quand on a commencé à voir des marques de mains bleues ou rouges sur le mémorial de la Shoah ou des cercueils de soldats français vides devant la tombe des soldats inconnus au moment de la guerre en Ukraine, ça n'a pas fait un scandale en France. Parce qu'immédiatement, tout le monde s'est dit c'est un peu trop gros. Effectivement, c'était une intox de la Russie. Il y a quelques années, ça aurait fait un scandale. Donc on est tous en train de monter en compréhension, en littératie vis-à-vis de toutes les nouvelles technologies. Le problème, c'est les vieux comme moi.
plus vous prenez en âge et plus il y a de la naïveté et de l'ignorance dans ce type de littératie, et c'est un vrai souci parce qu'ils sont les personnes qui ont mon âge ou plus ne sont plus forcément dans des courants où ils peuvent se former. Voilà, quand vous êtes un enfant, vous êtes bien obligé d'aller à l'école, et quand vous êtes dans le monde du travail, vous êtes bien obligé de subir des formations obligatoires. Bon, et vous en retirez toujours quelque chose. Mais à partir du moment où on rentre dans l'âge où on a quasi fini de travailler, ou vraiment fini de travailler, là, il y a un vrai problème, et il y a une vraie population qui, elle, est un peu du pain béni pour tous les malandrins qui veulent monter la tête des autres pour leur propre intérêt. Et c'est effectivement les vieux comme moi, on est au niveau littératie, on est beaucoup plus naïf que le reste de la population, et c'est un vrai souci qu'on ne sait pas comment résoudre. Alors, j'ai une question, mais avant ça, j'aimerais saluer, parce que je sais que dans la salle, il y a des gens qui sont à la retraite et qui viennent ici parce que pour l'intérêt intellectuel des choses, donc on vous salue, on vous voit. Ne le prenez pas pour vous. Non, mais c'est pas tout le monde, on a un vrai problème, notamment avec une chaîne de télévision qui est présentée comme une chaîne d'information, alors que c'est une chaîne d'opinion qui s'appelle CNews. Moi, dernièrement, je discutais avec un certain nombre de dirigeants de structures d'accueil pour les personnes âgées qui me disent « Cette chaîne est une catastrophe, elle rend les personnes âgées racistes en 6 mois. » Et il y a un vrai problème. Et du coup, la question... Les jeunes générations, les jeunes ingénieurs, mais vous les voyez entre guillemets de plus près, est-ce qu'ils sont plus justement calés que nous, justement, en littératie scientifique ou pas? Parce que moi, j'avoue que le Covid m'a fait un peu peur sur la compréhension des bases de lycée, sur le fonctionnement d'un virus. Certaines discussions que j'ai eues m'ont fait un peu peur. Oui, je comprends que vous ayez eu peur, parce que nous aussi, parfois, on a peur. C'est-à-dire que nous, on recrute post-bac, donc on recrute des lycéens, et quand les profs des sciences du vivant, des fois, ils sont atterrés, parce qu'effectivement, en amont, les programmes de l'éducation nationale, c'est un gros sujet, quoi. Il serait à revoir. La SVT, c'est quand même le parent pauvre. Rien que la réforme du bac, on le voit. Vous pouvez plus garder, en fait, toutes les sciences en terminale. La SVT, il n'y a pas d'option SVT. Donc, du coup, c'est bien le levier, c'est l'éducation dès le plus jeune âge, école, collège, lycée, pour éviter après nous. Alors voilà, ils ont eu leur bac, ils ont eu des bonnes notes et tout, mais quand vous creusez un peu après en études supérieures, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a des aberrations dans leurs connaissances ou dans les interprétations des enseignements qu'ils ont pu avoir. Parce qu'en plus, pour eux, les nouvelles générations, ils sont baignés dans les réseaux sociaux, les générations Internet, ils accèdent à l'information à tout va, sans forcément prendre en compte le sourcing, le référencement. Et je vois, nous, on fait un gros travail auprès de nos élèves ingénieurs pour leur apprendre à sourcer et aller chercher les références et à croiser les sources. Et c'est pas assez fait, finalement, dans le secondaire et même à l'école. En fait, quand je disais, si vous avez parlé de littératie pour la biotech, oui, il en faut, mais il faut aussi à la base, dès le plus jeune âge, apprendre aux jeunes à croiser les sources et à vérifier les sources, à pas croire le premier individu, le premier influenceur, qui finalement souvent est payé par une boîte derrière pour valoriser son produit et tout ça. Donc nous, en fait, on s'efforce du coup de rattraper ces lacunes, en fait, d'esprit critique, finalement. C'est ça qui est en train de s'étioler avec toutes les technologies qui arrivent et cet accès facilité à l'information dans tous les sens, sans filtre et sans contrôle. C'est que nos jeunes, les nouvelles générations, l'esprit critique, il est en perdition, et c'est triste. Et c'est inquiétant aussi. Donc nous, les établissements d'enseignement supérieur, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'enseignement technique, il y a des SHS, mais il y a aussi stimuler, refaire vivre l'esprit critique de nos jeunes. Je suis pas certain que les jeunes aient moins d'esprit critique, ou en tout cas aient un esprit critique affaibli par rapport à nous. Il y a un ventre mou, comme. Alors peut-être, mais je vois aussi, évidemment, nous on a la chance d'avoir une génération à l'Institut Pasteur qui est un peu hors norme, mais je vois aussi que dans cette génération, il y a des gens qui sont très bien formés et qui ont très bien compris les enjeux de ce qui se passait, beaucoup mieux que nous ou les plus âgés, et qui ont pris à bras-le-corps le problème. Vous avez raison, ils ne sont pas tous comme ça non plus. On a des éléments brillants aussi dans nos effectifs. Mais il y a quand même une tendance que j'appelle une moyenne, en fait. Voilà, c'est ça qui est dommage. Il y a un risque quand même, et il ne faut pas le négliger. Surtout avec l'arrivée de l'IA. Et aussi les dévier il faut quand même réfléchir de temps en temps.
Et du coup, avant de donner la parole au public, moi j'ai une question, on va dire pour finir cette table ronde justement sur la reconstruction du vivant. C'est une question qui peut être un peu personnelle pour chacun d'entre vous. C'est quelles sont les limites en fait à pas franchir sur la modification du vivant et est-ce que des sociétés comme la nôtre seraient capables de renoncer à une technologie qui fonctionne parce qu'elle comprend à l'avance que ses conséquences sont négatives? Est-ce qu'on est capable de dire non à nos propres technologies? Moi, j'y crois pas. Non, si vous mettez l'être humain dans une grande salle vide avec un bouton rouge au milieu avec marqué ne pas toucher, moins de 5 minutes. Non, on peut pas. Je suis totalement en désaccord avec vous, parce qu'il y a des technologies comme ça qui ne sont pas, qui ont été empêchées. Je peux penser notamment au fait qu'on n'utilise quasiment pas d'armes biologiques dans la guerre conventionnelle. Ça n'existe pas, globalement, parce que ça a été très tôt vu comme un danger et très tôt interdit, enrayé dans la loi. Donc, oui, on sait se mettre des limites. Est-ce que ça tiendra? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, on ne voit pas de gens qui programment des virus avec des CRISPR ou je ne sais quoi pour aller faire des assassinats. Bon, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'on est capable, d'une certaine manière, de se limiter. Je pense à une autre technologie, la technologie des gene drive, qui est une méthode qu'on sait faire d'un point de vue technique. Ça consiste à, par exemple, vous avez une population de moustiques qui cause la malaria. Et bien, vous pouvez introduire quelques moustiques avec un gène qui va se propager, lui, dans la population. On a des mécanismes de propagation active qui pourraient, par exemple, empêcher le moustique de devenir résistant à la malaria. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous savez que vous perdez totalement le contrôle de votre machine. Et donc, actuellement, ça, c'est pas autorisé. Et on peut le faire, mais ça s'appelle un gene drive. Comme un gène. Gène, oui. En fait, oui, je suis d'accord. En fait, comment dire, il y a des lois, elles sont là. Les réglementations, elles sont là. Après, hélas, le passé nous a montré qu'il y aura quelques individus qui appuieront sur le gros bouton rouge, comme dit Madame Dufour. C'est là que l'éthique du chercheur est aussi importante et centrale. Évidemment, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas universel l'éthique du chercheur. Moi, j'avais aussi l'exemple, il y avait à un moment une velléité justement de supprimer tous les moustiques pour éviter justement les problèmes de maladie, mais... Très mauvaise idée. Oui, parce que finalement, chaque être vivant sur la planète a un rôle précis. Donc, dès que vous commencez à diminuer la population de cet être-là, vous allez déséquilibrer le fonctionnement naturel. Ah bah justement, j'avais lu que chaque être, effectivement, au monde a sa place précise, sauf le moustique qui n'est là que pour embêter le monde. C'est pas vrai? Non, et ça qui nous embête, et ça nous gratte, mais il a un rôle. Ça nourrit un peu les oiseaux aussi. Ok, alors je propose de laisser la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, c'était très intéressant. On a parlé beaucoup de réglementation et d'éducation, et je me demande si la réglementation très sévère qu'on a en Europe n'est pas potentiellement un frein aussi au développement de l'éducation. Par exemple, aux États-Unis, on peut commander des réagents et se les faire livrer à domicile. Il y a une culture du biohacking qui est une sous-culture, mais qui existe. En Europe, on ne voit pas de... kit du petit biologiste, comme on a des kits du petit chimiste, il n'y a pas de Fab Lab biologique. Alors, ça reste marginal. Ou alors, ce qu'on a, je ne sais pas, on a des kits de fermentation pour faire de la bière à la maison, mais c'est plus marketé pour les trentenaires comme moi. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'est la réponse facile. Enfin, tout est une question d'équilibre et de dosage. Parce que c'est vrai qu'en Europe, on peut, je comprends, avoir des réglementations qui finalement sont trop strictes pour certaines libertés d'action. Et puis on a vu à l'inverse aux États-Unis, on a des dérives. Donc il y aurait un équilibre à trouver finalement sur la réglementation. Puis après, sur le kit du petit biologiste. Ça demande un cadre, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait avoir plus de liberté sur certains kits, mais après, il faut avoir les bons modes d'emploi. Enfin, quand même, il y a quand même, c'est pas évident parce que la dérive est vite arrivée. Hein. Je ne sais pas si le chercheur a. Oui, je suis assez d'accord. Il y a un espace pour le biohacking, il existe. Je pense notamment à iGEM, qui est une compétition de biologie synthétique que moi j'ai fait il y a une dizaine d'années. J'ai adoré. On était avec une dizaine d'étudiants et on s'est posé justement la question de comment on fait des bactéries qu'on pourrait un jour
laisser dans l'environnement, mais de telle sorte que leur génome ne soit pas transmis à l'environnement. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elles s'autodétruisent au bout d'un certain moment, quand leur action est finie? Bref, c'était un terrain de jeu très fun, très drôle. Ça nous a permis d'apprendre la biologie synthétique, d'apprendre à cloner, d'apprendre à faire des tâches assez fondamentales du métier de chercheur en biologie moléculaire aujourd'hui. Mais je pense que c'est une bonne chose de le faire dans un groupe de gens qui savent ce qu'ils font et pas dans son garage. En vrai, il y a quand même un peu des risques, et maintenant, notamment avec les modèles de langage de génome, on peut ouvrir des portes où en fait ça va être assez facile de reprogrammer un bout de génome pour une fonction donnée, et donc de bidouiller dans son garage, potentiellement on peut faire quelque chose d'un peu bête. Je pense que c'est mieux d'être avec des gens quand on fait ça, ouais. Je pense qu'il n'y a pas encore le kit du petit biologiste comme on a connu le kit du petit chimiste, parce qu'en fait, les risques sont plus forts que le kit du petit chimiste, à mon avis. C'est pour ça que... C'est un peu plus cher. Hein. Oui, puis c'est un peu cher. Mais c'est vrai qu'AGM est un bon exemple, parce que nous aussi, on a une équipe, et là, au moins, c'est fait dans un contexte pédagogique et d'éducation, avec des enseignants-chercheurs qui sont là pour... guider, accompagner, éventuellement alerter sur les risques et les dérives possibles quand les jeunes, parce que là du coup c'est un super exemple de créativité de nos jeunes, de participer à EGM, puisqu'ils doivent imaginer du coup une solution, pas face à un besoin, enfin une problématique, mais du coup il y a des seniors entre guillemets qui peuvent les guider, les accompagner et surtout peut-être les sensibiliser sur les risques possibles. On a une autre question? Je vous remercie. Je voulais un peu revenir au titre Renaissance du vivant, quand la fiction reprogramme le réel. Je pense qu'en tant que scientifique, on a vraiment un rôle très très important à essayer d'éviter la simplification abusive. Alors c'est pas ce qu'on fait ici, c'est exactement le contraire, donc je trouve ça très bien, ces initiatives. Mais entre les fantasmes et les espoirs et la communication rapide sans aller dans le fond des choses, je pense qu'il y a des messages qui sont des fois très loin de la réalité. Je vais donner mon expérience. J'ai un doctorat de génétique. J'ai fait une thèse en génétique humaine quand le génome humain n'était pas séquencé encore. Et vous vous souvenez, dans les années 90, les promesses de la thérapie génique qui allait guérir toutes les maladies. Donc on entend régulièrement, parce qu'il y a des progrès technologiques extrêmement impressionnants. Vous avez signalé la découverte de CRISPR-Cas9 qui permet d'aller modifier la base que l'on souhaite. Mais les médias s'en emparent, soit pour faire peur, soit pour promettre la guérison. On a parlé de la vie éternelle ou tout ce que vous voulez. Mais dans la réalité, le vivant, c'est extrêmement complexe. Et c'est pas parce qu'on a modifié une base qu'on est capable de prédire ce qui va se passer. On a discuté des OGM, on a eu des démonstrations dans la vraie vie de ce qui pouvait se passer dans des champs par rapport à ce qui était prévu. Et derrière, pour éviter cette simplification, il faut aussi remettre ce qui a été un peu abordé, le problème du marché. Ces technologies qui sont des promesses pour un certain nombre de maladies, en fait, dans la réalité, se retrouvent confrontés au fait qu'il y a quelques maladies qui sont des marchés potentiels. On a parlé de certaines, on peut parler du cancer, etc., diabète, etc. Et des myriades, mais c'est des milliers de maladies qui sont parfois rares, voire très rares, pour lesquelles il n'y a pas de modèle économique, et que les familles des patients qui montent des associations, qui se renseignent là-dessus, pensent que la technologie va permettre de soigner ces maladies, qui sur le papier est une possibilité, mais dans la réalité, entre le coût pour monter une étude et comme il n'y a pas de marché, il n'y aura aucune entreprise qui va vouloir faire des médicaments sur ces aspects-là, fait un décalage énorme entre les espoirs qu'on suscite quand on parle de ces découvertes et la vie réelle des familles, des gens qui ont des maladies. Donc, en tant que scientifique, on se doit d'expliquer aux gens que la recherche c'est long et que c'est compliqué et on ne peut pas tout faire et promettre n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez tout à fait raison et c'est surtout le cas sur les aspects de médecine humaine, je pense, parce que là on a des essais cliniques qui prennent extrêmement longtemps, qui sont extrêmement coûteux, qui sont
en fait trop coûteux pour des États. C'est vraiment ces big pharma qui vont pouvoir les faire et c'est tout. Donc s'il n'y a pas d'alignement, ça ne bougera pas, même si c'est techniquement possible. En revanche, là où les choses peuvent aller assez vite, c'est si l'ingénierie s'attaque aux bactéries plutôt, à des choses plus simples, où c'est moins régulé, où en fait notre capacité de lecture et d'écriture est quand même assez bonne déjà. Et je pense qu'on n'est pas très loin d'avoir des impacts qui vont arriver dans le futur relativement proche. Alors c'est pas lié à la santé humaine, mais ça peut avoir d'autres impacts sur notre environnement. Alors, moi j'avais une question, mais je pense que je vais la garder pour une prochaine fois, je pense. Je propose qu'on arrête ici. Je vous propose également de remercier nos intervenants et merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.